Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Justine Lehu, paysagiste conseiller au CAE La Gironde. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier module du cycle de l'arbre en milieu urbain, les bonnes pratiques. Donc, nous avons commencé au préalable par comprendre le fonctionnement de l'arbre et ses besoins. Ensuite, nous avons vu comment bien aborder un projet de plantation d'arbres et organiser leur gestion. Le module 3, lui, portait sur la reconnaissance et la protection des arbres urbains. Donc, le sujet de ce dernier module, assurer la pérennité des arbres face au changement climatique, met en avant le défi aujourd'hui de pérenniser ces arbres plantés par milliers afin qu'ils atteignent eux aussi la maturité et le statut de vieux arbres. Alors, nous avions vu dans le module 1, si vous vous rappelez, si vous l'avez suivi, c'était sur le fonctionnement de l'arbre avec Yves Caraglio, que pour rafraîchir l'air, l'arbre doit disposer d'eau pour permettre le phénomène d'évapotranspiration. Donc, il faut trouver les moyens de stocker l'eau dans le sol, mettre en place les conditions nécessaires pour le service attendu et on le souhaite tous que les arbres en ville nous apportent de la fraîcheur. Donc, c'est un enjeu qu'on va explorer en deuxième partie. Donc, bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes docteur ingénieur agronome au bureau d'études Urbasens. Alors, il est vrai que suite aux dernières sécheresses 2022-2023, il y a eu une certaine prise de conscience sur la préservation de la ressource en eau. Mais comment on peut agir concrètement en ville, dans un environnement qui est vraiment en grande partie minéral? Sur quel mode de gestion aujourd'hui doivent s'appuyer les villes? Donc, je vais vous laisser nous expliquer tout ça. Bonjour à tous. En effet, la question de l'eau est vraiment majeure et le deviendra. Je pense que c'est une question qui va s'intensifier à l'avenir. Pour démarrer et revenir à l'eau, bien sûr, je pense qu'il est intéressant de prendre un peu de hauteur et de ne pas considérer l'arbre de manière trop isolée. On a l'habitude de présenter ce concept, qui est, on va dire, partiellement satisfaisant, mais qui a l'avantage de parler à une partie de nos décideurs. Donc le concept d'infrastructure verte, qui est l'agrégation de l'ensemble des espaces végétalisés que constitue la ville. Cet ensemble recouvre à la fois des espaces publics, mais aussi des espaces privés, parce que l'arbre évapore qu'il soit dans l'espace public ou dans l'espace privé. Et donc, dans ce discours que je sais est volontairement un peu technophile, on va dire, hein, on parle d'infrastructure, on peut ramener au même niveau d'importance politique l'infrastructure verte par rapport à une infrastructure de déplacement, de transport, d'électricité ou de fluide. L'avantage de notre infrastructure, c'est qu'elle est multifonctionnelle. Elle ne fait pas que déplacer, transporter, elle rafraîchit, elle améliore la qualité de l'air, qui, je rappelle, est quand même une cause de décès prématuré de 48 000 personnes chaque année en France. Elle piège le CO2, elle aide l'eau à s'infiltrer, elle est support de biodiversité, etc. Et donc, cette infrastructure, c'est celle-là que l'on essaie de construire, en fait, pour que nos villes, globalement, s'adaptent au changement climatique. Et pour faire pousser du vert, il faut du bleu. Donc l'eau reste un facteur essentiel de réussite, sachant également que le changement climatique nous amène des événements météo de plus en plus intenses, dans l'excès d'eau, dans le manque d'eau, et donc il faut que nos écosystèmes urbains s'adaptent pour le plus passivement possible réutiliser cette ressource. Donc la tendance, c'est celle-ci, c'est sortir de la ville du tout tuyau et créer une ville plutôt de l'infiltration, une ville qu'on appelle aussi parfois une ville éponge. Le principe de base serait de, au lieu de conduire une goutte d'eau qui tombe sur une surface imperméabilisée le plus vite possible vers un tuyau dans lequel elle ira le plus vite possible vers un tuyau plus gros et ensuite vers une station de traitement et un exutoire. Là, l'idée, c'est de, en premier lieu, la faire rencontrer le plus vite possible un espace végétalisé qui, lorsqu'il sera trop plein d'eau, ira justement vider son trop-plein vers un réseau d'évacuation. Mais donc, ça serait espace végétalisé, donc un sol en premier, un sol réservoir en premier. Pour être efficace, il faut sortir de nos limites administratives. L'espace public représente à peu près 20% de la surface d'un territoire et on peut dire que son potentiel d'infiltration est moins bon que le reste du territoire parce qu'il est déjà occupé par beaucoup de fonctions. Il porte les routes, les trottoirs, les réseaux, les abribus, etc., etc. Donc, il est plus difficile de créer cette infiltration sur l'espace public que sur l'espace privé. Et je pense que c'est un réel défi de notre génération d'arriver à ce que les politiques publiques induisent
une désimperméabilisation de l'espace privé. Un deuxième point, c'est qu'on ne peut pas agir uniquement par le projet. Le projet, si on confond projet de l'espace public et de l'espace privé, vient concerner environ 1% du territoire chaque année. À coût de 1% par année, il va falloir longtemps pour arriver à traiter toute la ville. Donc, on ne peut pas attendre que les projets neufs apportent à eux seuls la solution. Il faut également agir par la gestion. Et donc, la gestion, c'est des budgets, on va dire, moins intenses ramenés au mètre carré, et une surface beaucoup plus grande à traiter. Et donc, il y a besoin de prioriser les actions. Un aspect également, c'est le plus possible fonctionner avec des forces qui font déplacer l'eau de manière gratuite pour éviter le recours à des pompes, à des zones de stockage, à des filtres, etc. L'idée, c'est de s'appuyer au maximum sur ce que nous donne la nature, donc faire descendre l'eau par gravité, la faire se diffuser ou remonter par capillarité, la faire se stocker dans la réserve utile du sol. Voilà, tout ça, ça permet d'avoir une gestion ensuite qui est facilitée, qui coûte moins cher. Lorsqu'on parle d'arbres, d'espaces végétalisés, on a bien ces deux tendances, ces deux moments. On a le moment où l'on investit pour installer le végétal, et donc là, il y a un mode d'arrosage spécifique pour ce moment-là, surtout lorsqu'on parle d'arbres. Et ensuite, il y a la gestion au long cours qui dure, on espère, le plus longtemps possible pour notre arbre. L'arrosage d'investissement, donc c'est le moment critique pendant lequel on vient de planter l'arbre. Il faut qu'il produise des racines, qu'il s'installe, qu'il fasse sa reprise racinaire dans le nouvel environnement dans lequel on l'a implanté. Celui-là, il est vraiment technique, je dirais, critique. Si on le rate, on aura une durée de vie du végétal qui va être écourtée, ou alors une phase de maintenance qui sera de gestion, qui sera largement complexifiée. Donc il y a une attention particulière à porter sur ce moment-là de l'investissement. Et l'idée ensuite, c'est qu'en gestion, le végétal se débrouille le plus possible tout seul. On souhaite des espaces végétalisés qui n'ont pas besoin d'être arrosés pour pouvoir survivre. Donc on peut se poser ce type de questions. Ça, c'est ce qu'on voit dans toutes nos villes. On voit des espaces qui sont arrosés avec de l'arrosage intégré, juste à côté d'espaces pour lesquels on a des systèmes d'évacuation qui font que chaque goutte d'eau rejoint un avaloir, un tuyau d'évacuation. Jusqu'ici, nous, à l'école, on a appris que c'était normal. Mais en fait, il y a une autre manière de le voir où on peut se dire que c'est vraiment du gâchis. Donc c'est contre ça qu'on vient lutter. Pour être un peu choquant, je dirais, on a souvent, enfin c'est pas que pour être choquant d'ailleurs, c'est quand même une constatation qu'on a très souvent fait, c'est que lorsqu'on prend tout le volume d'eau qui est apporté à un espace irrigué, on a à peu près 2/3 de ce volume qui est apporté et qui ne sert pas. Le besoin réel du végétal se situe à peu près à 1/3 de ce volume apporté. La question, c'est comment est-ce qu'on peut venir adresser cette économie potentielle qui est vraiment significative, très significative. Donc on a deux manières deux axes ou un gradient de solutions qui peuvent être appliquées, qui sont schématisées par cette bouteille. De la solution la plus passive en bas de la bouteille, à mon avis, c'est par elle qu'il faut commencer, à la solution la plus technologique, qui est très tendance à notre époque, mais qui ne permet pas de résoudre toutes les situations et qui, je vous le rappelle, est quand même très coûteuse en gestion. Donc si on part du bas de la bouteille, la première chose à faire, ça va être de réfléchir comment valoriser l'eau de pluie passivement. Parce que quand on fait ça une fois, on le fait pour tous les ans, on n'a pas de surcoût additionnel. Ensuite, lorsqu'on a un espace irrigué, là je parle vraiment d'arrosage, de gestion, c'est comment venir optimiser le réglage de son programmateur, très concrètement, avec la possibilité de réduire l'eau apportée par ces programmateurs. Ensuite, il y a la question des fuites et de la qualité des systèmes d'arrosage, puisque vous savez qu'une fuite peut faire perdre plusieurs dizaines, centaines de mètres cubes en un temps très court. Et donc, détecter les fuites et entretenir son système d'arrosage devient un enjeu crucial. Ensuite, on a des dispositifs un peu plus technologiques. On vient brancher à un programmateur un dispositif qui permet de couper l'arrosage s'il y a de la pluie, du vent, trop de soleil, ou carrément de venir asservir le programmateur à un capteur. Donc là, on a une boucle assez technologique que je vous présenterai également rapidement tout à l'heure.
Alors, c'est vrai que cette année, particulièrement en Gironde, on a eu une année favorable en termes de quantité d'eau pluviale et donc peu de besoin d'arroser les arbres. Mais bon, d'autres années précédentes, comme on a pu le voir, chaque pluie est attendue avec impatience. Et pour en tirer profit un maximum, quelles sont justement les différentes solutions techniques ou très simples justement à mettre en place pour apporter de l'eau à l'arbre à partir justement de ces eaux pluviales? Très bonne question. Et vous voyez qu'on part du bas de la bouteille ici, valoriser passivement l'eau de pluie. Une première chose à observer lorsque vous traversez votre ville, c'est ça. Regardons les espaces qui sont convexes ou concaves. C'est tout bête. Mais l'eau de pluie sur cette image à gauche ne peut pas atteindre l'espace végétalisé de manière efficace. Elle est interceptée avant d'y arriver. Donc la pluie qui vient tomber sur les surfaces imperméabilisées est interceptée par un caniveau qui empêche l'eau d'atteindre l'espace végétalisé. La tendance aujourd'hui sur les projets sur lesquels une réflexion a été portée, c'est de rendre concaves ces espaces végétalisés pour pouvoir récupérer l'eau de ruissellement facilement et qu'elle vienne approvisionner les végétaux. Donc c'est un premier réflexe et c'est quelque chose qui en gestion est atteignable. Donc ça nécessite un peu de terrassement, pas forcément sur l'ensemble de l'espace végétalisé, mais c'est quelque chose on peut transformer un espace concave en espace convexe. Convexe en concave, pardon. Une deuxième chose, c'est de fissurer les bordures. On a pris l'habitude d'emménager notre espace public avec ces bordures qui empêchent le fil d'eau de venir atteindre le pied des arbres végétalisés, par exemple, pour cet exemple ici qui est un arbre de pluie de la métropole du Grand Lyon. Ce qui a été fait là, c'est de fissurer les bordures pour permettre au fil d'eau qui vient de la voirie d'atteindre cet espace planté. On observe d'ailleurs un impact très significatif sur le végétal. J'étais vraiment surpris des résultats. Rapidement, dès le premier printemps, on a une croissance des rameaux qui a été doublée par rapport à l'arbre témoin, l'arbre qui était laissé avec ses bordures. Un autre mode de récupération d'eau de pluie, si on se place sur le bâtiment, c'est sur des toitures. Donc là, on est plutôt sur du projet neuf. C'est difficile de venir réaménager un bâtiment existant avec ce type de dispositif. Mais il y a des systèmes qui permettent de retenir l'eau sur la toiture végétale avec des réservoirs qui entretiennent une lame d'eau qui remonte par capillarité de manière passive, donc pas de pompe. Et ça permet d'approvisionner en eau des substrats assez épais. On a vu des bâtiments sur lesquels il y avait 60 à 80 cm de substrat et du coup des arbres que l'on fait pousser là-haut. Donc après, on pourra toujours discuter de l'intérêt écologique d'arbres qui se situent au 8e étage, mais c'est une manière de conserver l'eau de pluie dans un espace végétalisé et d'entretenir cette boucle d'évaporation. Au pied du bâtiment, maintenant, il y a des dispositifs qui permettent également de récupérer l'eau qui circule par une gouttière, de la stocker dans des réservoirs temporaires et d'alimenter également par capillarité des zones plantées. Alors ça peut être ici des zones fleuries, des arbustes. On a vu aussi des arbres plantés dans ce type d'espace qui se retrouvent avec une disponibilité en eau réellement étendue par rapport à si on les avait plantés en pleine terre. On a d'autres fabricants qui proposent des modules béton préfa que l'on peut placer sur des zones de parking pour récupérer le fil d'eau du parking qui se fait avaler par la fente que l'on devine sur la photo de gauche et qui vient alimenter, comme on le voit en bas à droite, une zone de réserve d'eau qui passe la paroi en béton qui est percée de trous pour venir atteindre le substrat planté qui est juste à côté. Dans l'espace public encore, on a donc l'exemple des arbres de pluie du Grand Lyon que l'on retrouve à gauche avec la tranchée drainante remplie de cailloux qui sert de première interception au fil d'eau qui vient de la voirie pour pouvoir absorber rapidement une grande quantité d'eau et la laisser se diffuser passivement et lentement vers la terre de la zone plantée au pied de l'arbre. On observe également d'autres cas, comme ici une photo prise à Albi, où on a une place très minérale avec un triangle végétalisé au milieu, de vieux platanes, et toujours ce problème du caniveau qui intercepte l'eau avant de pouvoir atteindre l'espace végétalisé. Ici, d'ailleurs, lorsqu'on cherchait à à ramener l'eau du caniveau vers l'espace végétalisé, on est bloqué par des
des principes architecturaux de respect de l'œuvre de l'architecte qui empêchent de venir intervenir et de venir enlever quelques pavés de granit. S'il y a des questions sur le sujet ou un petit débat, j'en serais ravi. On a également des systèmes plus sophistiqués, donc là difficiles en gestion, mais davantage en projet neuf, comme la fosse de Stockholm, le système de Stockholm, qui associe la portance apporté par un mélange terre-pierre avec la récupération de l'eau et de l'air qui sont par-dessus, qui viennent de l'atmosphère. Alors ça, sont effectivement des exemples que toutes les collectivités pourraient mettre en place assez facilement. Et dans le cas, comme vous le montrez dans votre de gradient, où il faut du coup arroser les jeunes plantations ou les arbres pour qu'ils puissent pérenniser, quel dispositif on peut mettre en place pour économiser et préserver au maximum la ressource en eau? Donc, je distinguerais deux types d'espaces végétalisés. Les espaces végétalisés sur lesquels on peut mettre des moyens, sur lesquels on peut venir acquérir de l'information par des capteurs. Donc, on pourrait appeler des espaces végétalisés connectés. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup chez Urbasense, notamment pour les arbres, les jeunes arbres plantés, quand même, un jeune arbre a passé en moyenne 10 à 12 ans dans une pépinière. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont occupées de lui. On a passé énormément de moyens à le sélectionner, à le conduire en pépinière, à le transporter, à le planter. Donc il y a eu beaucoup d'investissements jusque-là. Et là, il faut que s'opère la magie, encore une fois, de sa reprise racinaire. Donc, on s'est spécialisé, nous, dans la manière de voir les racines pousser dans le sol en plaçant des capteurs, comme sur l'image ici, où on voit les 3 ronds bleus qui sont les 3 capteurs que l'on place classiquement sur des jeunes arbres, qui permettent de mesurer l'humidité dans la motte, dans le sol en surface et en profondeur. On voit que la manière de disposer les capteurs sur d'autres types de surfaces, comme le gazon d'un terrain de sport à gauche, avec 6 capteurs dans les différentes profondeurs, ou les gazons un peu non sportifs mais horticoles, les fleurs et les arbustes à droite, avec 3 profondeurs qui sont monitorées, qui nous permettent de venir détecter la progression des racines. Alors il n'y a rien de magique là-dedans, mais les capteurs nous permettent, comme le montre cette image, de venir distinguer 2 situations. La première en haut sans végétal et la seconde ensuite avec du végétal. Et on voit que la quantité d'eau disponible, donc qui est exprimée en pourcent ici, varie peu en haut, même s'il y a du soleil qui chauffe et de l'eau qui s'évapore naturellement. Par contre, elle varie fortement en bas, puisque la racine, qui a eu 300 millions d'années pour devenir le meilleur organe du végétal pour absorber de l'eau, fait son travail et donc consomme beaucoup d'eau. Donc la mesure de l'humidité nous permet de détecter s'il y a une présence de racines. Et ça nous permet, donc ici sur un exemple simple sur du gazon, on peut faire ça aussi sur des arbres, ça nous permet de produire des bulletins d'arrosage hebdomadaires qui indiquent à quel moment l'arbre a besoin d'être arrosé. Donc on mesure le besoin agronomique de l'arbre et donc on peut produire ce type de bulletin avec les quantités à apporter, une évaluation de la qualité de l'arrosage précédent. Tout ça pour au maximum inciter la racine à pousser vite, profond et loin, et le plus vite possible arrêter de l'arroser pour que le végétal devienne autonome du point de vue de l'approvisionnement en eau. On a une tendance également que l'on observe sur les espaces donc plutôt engazonnés avec de l'arrosage automatique. J'en parlais tout à l'heure. Donc c'est le niveau, on va dire le plus technologique que l'on voit aujourd'hui, c'est l'asservissement d'un programmateur à un capteur. Donc on a des systèmes de capteurs d'humidité dans le sol qui nous permettent de produire des indicateurs avancés et qui permettent de piloter de manière automatisée des programmes d'arrosage. Donc ça, je vous dis, il y a une tendance assez technophile de certaines villes à déployer ce type d'installation sur ces espaces végétalisés. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille. On a acquis énormément de données pour faire tourner des modèles, etc. C'est très hashtag startup, hashtag intelligence artificielle. Mais à mon avis, ça ne sauvera pas le monde parce que il y a beaucoup d'espaces végétalisés qui ne sont pas connectés et qui ne seront jamais connectés et sur lesquels il faut pouvoir intervenir de manière intelligente pour économiser de l'eau. Et sur celle-là, sur ces espaces-là, il faut passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence naturelle. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est venir observer, analyser, diagnostiquer son espace. Et donc on a défini un diagnostic en 4 points clés que l'on communique dans le cadre de formation aussi à des collectivités pour que les collectivités puissent être autonomes dans la mise en œuvre de ces diagnostics. L'objectif, c'est d'atteindre à la fin des fiches de programmation de l'arrosage intégré qui varient en fonction de la saison.
et qui donne pour chaque secteur arrosé une dose et une fréquence pour chaque saison. Avec ça, on obtient une économie d'eau supérieure à 20%. Les cas pour l'instant sur lesquels on l'a déployé, on était supérieur à 20% d'économie d'eau par rapport au mode d'arrosage précédent. Et le principe, c'est de venir observer son sol pour savoir est-ce qu'il retient l'eau, quelle est sa réserve utile. Donc ça, on le qualifie au toucher. Enfin voilà, il y a des techniques pour savoir si le sol a une bonne réserve utile, si elle est bonne, moyenne ou faible. On regarde où sont les racines. C'est pas pareil d'avoir 5 cm d'enracinement et donc 5 cm de sol réservoir disponible ou 15 ou 20. On regarde quel est le besoin en eau de la strate végétale et de son exposition, donc dans quelle région climatique on se situe, est-ce qu'on est très exposé au soleil et au vent. On a également une évaluation de la qualité du système d'arrosage, parce qu'on souhaite que le système d'arrosage apporte l'eau de manière autonome sur notre espace. Et on prend une référence initiale à laquelle se référer pour savoir si on est bien en train de réaliser des économies. Donc ce diagnostic en 4 points clés me paraît vraiment important à diffuser largement parce que c'est peu coûteux, c'est rapide, ça permet de réaliser des économies immédiatement et de manière structurelle. Et ça va dans le sens de l'adaptation que je souhaite que nos sociétés puissent développer, l'adaptation au changement, à l'image de cet organisme qui est donc Pando, le plus vieux végétal du monde, qui a plus de 80 000 ans et qui a su passer de nombreuses crises météo et climatiques. Il est toujours là, il colonise toute une colline aux États-Unis. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller lui serrer la main, mais je le ferai avec plaisir un jour. Et de notre côté, donc pour s'adapter au changement, c'est observer, expérimenter, communiquer, se former, qui, je pense, seront les clés pour nous permettre d'avancer. Merci beaucoup Thomas. C'est très intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'on les communes réalisent plus naturellement des diagnostics phytosanitaires ou font réaliser des plans de gestion, mais ce genre de diagnostic, il est peu connu et on voit que ça va dans le sens aussi de ce qu'on doit faire pour adapter nos modes de gestion. Je vais regarder, j'ai vu qu'on avait une question qui est intéressante parce que j'en ai beaucoup entendu. C'est une question qui revient assez souvent, justement sur ces ouvertures de bordures pour récupérer les eaux pluviales. Est-ce qu'on peut avoir, alors en milieu urbain, du coup de la pollution, de l'échappement de voitures, des huiles qui naturellement vont s'écouler vers la végétation et vers les racines? Alors, ce dont je peux témoigner, c'est une question que l'on retrouve souvent, en effet. Je n'ai jamais observé, mis à part gros accidents à camion-citerne qui s'éventrerait sur la route, mais sinon, je n'ai jamais observé de phytotoxicité, des huiles qui viendraient de la voirie envers le végétal. On a un système sol qu'on peut considérer comme un bioréacteur, donc qui est capable de prendre des polluants organiques et de les consommer, en réalité, de les respirer, donc de les brûler. On s'en sert dans de nombreux systèmes d'assainissement. Les systèmes d'assainissement autonomes s'appuient sur le cortège microbien du sol pour traiter nos déchets. Donc c'est une très bonne manière d'épurer, de réduire la pression ou la quantité de polluants organiques qui viennent de la voirie. Je parle des polluants organiques, pas des polluants métalliques qui, eux, ont plutôt tendance à s'accumuler, à se fixer dans le sol et qui créent au fur et à mesure du temps une accumulation. Et je vous dirais que cette accumulation, si vous vous intéressez au sujet, venez prélever du sol en surface de n'importe lequel de vos parcs urbains et vous verrez que c'est pas pire que ce que l'on observe sur le bord des voiries. Donc, pas de danger pour le végétal. Maintenant, on a du recul sur 10 ans, 12 ans. J'ai notamment en tête les travaux du GRES à Lyon. Donc, il y a un consortium de laboratoires qui ont étudié la manière dont les ouvrages de gestion alternative, donc végétalisés, des eaux de pluie influencent la pression en polluants. Et on voit que c'est un abattement à plus de 98% de la pollution qui traverse ces ouvrages. Donc c'est quasiment tout est abattu. Donc ils ont travaillé notamment sur des bassins d'infiltration végétalisés. Alors moi j'ai une question aussi. Comme vous avez beaucoup travaillé sur le Grand Lyon, mais aussi sur des collectivités qui font de nouveaux aménagements,
Est-ce que vous avez constaté par rapport là, c'est plus les bonnes pratiques de plantation ou dans l'aménagement paysager, des, hum, des systèmes de plantation, des choses qui peuvent aider à préserver la ressource en eau, justement, du fait qu'il y aurait un meilleur équilibre entre les végétaux. Enfin voilà, est-ce que vous avez des recommandations là-dessus sur pour plutôt les concepteurs et les collectivités qui vont réaliser l'aménagement, déjà en amont? Une question que l'on voit très souvent aujourd'hui, donc avec une prise de conscience généralisée qu'on va souffrir des canicules, c'est comment rafraîchir. Comment rafraîchir? Donc il y a deux effets, si on doit simplifier la question, l'effet ombrage et l'effet évaporation de l'eau. Idéalement, on a des questions du genre quelle va être la meilleure essence, l'essence qu'il faut choisir pour avoir un effet rafraîchissant très intense et en même temps pas de consommation d'eau. Donc il n'y a pas trop de secret. On peut avoir des végétaux qui font de l'ombre et qui ne consomment pas d'eau, donc n'évaporent pas d'eau. Mais on ne peut pas avoir des végétaux qui font de l'ombre et qui évaporent de l'eau sans consommer d'eau. Ça, c'est pas possible. Donc il faut choisir déjà la fonctionnalité de l'ouvrage que l'on souhaite accentuer et notamment peut-être venir réserver les zones qui vont être arrosées à des endroits où il y a vraiment besoin de rafraîchir, notamment en cœur de ville, une proposition que l'on pourrait faire où il y a beaucoup d'usages, beaucoup de personnes qui vont bénéficier de cet effet rafraîchissant et donc concentrer nos moyens d'apport d'eau sur les endroits pour lesquels il y en a besoin. Et ensuite, donc on a vu ensemble un panel de manières de récupérer, de valoriser l'eau qui est gratuite, qui nous vient de la pluie, principalement en valorisant énormément le stock sol. Donc là, je suis persuadé, après bon, des formations professionnelles, vous direz, mais qu'il y a beaucoup de clés de réussite qui se trouvent dans le sol. En ville, on a, si je dois en citer un facteur concernant le sol, c'est sa compacité. Compacter du sol, c'est le tuer. C'est la racine ne peut plus y pénétrer, l'eau ne peut plus y pénétrer. Il perd son rôle de stock tampon pour l'eau de pluie. Donc, travailler, si j'ai un conseil à vous donner, en priorité, travailler la réduction de la compacité de votre sol. C'est très facile au moment de la plantation de venir décompacter le sol un peu plus profond, un peu plus sur les côtés, et ça donnera un volume d'exploration pour le système racinaire qui est important et un volume de valorisation de l'eau qui sera aussi important. Merci beaucoup, Thomas.